Bonjour à tous et d'abord merci aux organisatrices de m'avoir donné la possibilité de présenter une partie de mes recherches issue de ma thèse de doctorat, comme l'a dit Hilaria. Recherche consacrée à l'analyse fonctionnelle des lampes minoennes et à une caractérisation de l'éclairage dans l'habitat minoen. Et aujourd'hui, ce sont donc les résultats effectivement de l'analyse conduite sur les sites de Chrysolakos, du quartier Mu et du secteur Pi que je vais vous présenter. En premier lieu, je voudrais simplement annoncer tout de suite que les lampes, en comparaison d'autres sources de lumière, aussi bien naturelles que artificielles, ont très peu été étudiées, ou bien, lorsqu'elles sont prises en compte dans les publications, c'est uniquement sous l'angle typologique, donc on en fait des marqueurs chronologiques et culturels, et jamais, ou quasiment jamais, sous un angle fonctionnel. Et c'est donc l'objectif de mon enquête, effectivement, de présenter, de reconstituer le fonctionnement des lampes, mais également comment ces lampes s'insèrent dans les dispositifs d'éclairage des bâtiments minoens. Et enfin, comment elles peuvent contribuer à éclairer le rythme et la localisation des activités quotidiennes dans l'habitat. Donc pour cela, je m'appuie sur une approche interdisciplinaire, fonctionnelle, qui part tout d'abord de l'enregistrement typologique, technologique, enfin tracéologique sur le terrain, donc le mobilier, les lampes, qui s'appuie également sur un programme expérimental dans lequel je m'intéresse à la fois à la reconstitution de la lumière, mais également aux aspects techniques de l'utilisation des lampes, tels que la gestuelle ou encore la durée de combustion, et qui, en définitive, s'oriente donc vers une analyse fonctionnelle et spatiale de ce mobilier en contexte archéologique, c'est-à-dire en prenant en compte la stratigraphie, le contexte architectural, les activités, ainsi que les autres sources de lumière artificielles et naturelles. Donc bon, pour la présentation des sites, je pense qu'on ne va pas forcément y revenir puisque tout le monde doit les connaître plus ou moins. Je reviens peut-être, en particulier donc Chrysolakos et Secteur Pi qui ont été présentés en détail. Peut-être juste un mot sur le quartier Mu, puisqu'il s'agit dans ma thèse du site pilote, dans la mesure où c'est l'ensemble le mieux conservé et qui par ailleurs livre le plus grand nombre d'exemplaires de lampes. Et donc le quartier Mu qui comprend des bâtiments dont la superstructure était en terre crue et donc qui ont été figés par un incendie qui les a détruits vers 1700 avant Jésus-Christ, qui a permis de conserver un horizon de destruction, donc qui donne un instantané des derniers temps de l'occupation. Le mobilier, donc les lampes du secteur Pi, de Chrysolakos et du quartier Mu sont au nombre de 294, dont la majeure partie est en argile, mais il existe aussi une minorité de lampes en pierre. Et ces lampes sont identifiées d'après les typologies régionales à partir de caractéristiques morphologiques, mais également à partir des dépôts de suie qui sont présents généralement sur leur bord et qui témoignent de la combustion qui a eu lieu au sein de ces lampes. Par ailleurs, je prends en compte d'autres objets, de possibles lampes qui sont donc des objets fragmentaires qui ne sont pas attribuables de manière certaine à la typologie des lampes. Et enfin, ces fameux pinch balls ou cônes, tels qu'ils apparaissent dans les publications, puisque, comme l'a dit Sylvie tout à l'heure, Jean-Claude Pourçat a récemment proposé qu'ils puissent avoir été utilisés comme éteignoirs de lampes en fonction de leur forme conique, d'après leur forme conique, et aussi puisque leur distribution semble analogue à celle des lampes au quartier Mu, en particulier dans le bâtiment A. Donc une partie du travail a consisté aussi à éprouver cette possible interprétation. Ce répertoire peut être divisé en 3 grands groupes de lampes, les lampes basses, les lampes de taille intermédiaire, ainsi que les lampadaires ou lampes à piédestal, qui se divisent eux-mêmes en 2 catégories, donc les lampes en argile d'une part et les lampes en pierre. Je vais passer très rapidement sur le programme expérimental, mais dans la mesure où c'est cette approche qui me permet d'aboutir à l'analyse fonctionnelle, c'est essentiel que je le présente dans les grandes lignes aujourd'hui. Donc d'abord le protocole ainsi que les résultats principaux obtenus. Ce programme expérimental s'est tout d'abord intéressé aux dépôts de suie, qui sont les derniers vestiges de la combustion, et il m'a permis de mettre en évidence pour la première fois que les dépôts de suie sont des indicateurs puissants de la nature des combustibles utilisés. Aussi, il est donc possible désormais de pouvoir identifier des huiles végétales, des graisses animales ainsi que de la cire d'abeille sans avoir recours à des analyses de résidus qui peuvent être parfois coûteuses, destructives et difficiles à mettre en place du point de vue de l'échantillonnage.
Et cette analyse tracéologique a été complétée par une observation des traces sous lumière UV, donc des matières grasses imprégnées sous lumière UV, par des analyses de résidus réalisées à l'Institut de chimie des substances naturelles de Paris-Saclay et le laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale de Paris-Sorbonne, de Sorbonne Université, pardon. Enfin, elles ont été éprouvées par un enfouissement des lampes pendant 1 an dans du sédiment crétois, afin d'examiner jusqu'à un certain point l'impact de la taphonomie sur le développement de ces traces. Par ailleurs, le programme expérimental s'est intéressé, comme je l'ai annoncé, à des aspects techniques de l'utilisation des lampes. Donc, tout d'abord, le transport. Il a permis de mettre en place de mettre en évidence des critères de transportabilité qui sont fonction de la présence ou non de moyens de préhension, du poids et du volume des lampes, de la forme du bord ou encore de la profondeur de leur corps. Il s'est également intéressé à la question de la durée de combustion, donc en mettant en évidence le fait que celle-ci est avant tout déterminée par la capacité du réservoir de la lampe. Les lampes les plus profondes du répertoire expérimental ont permis une combustion allant jusqu'à 42 heures d'affilée. Cependant, la nature du combustible peut également avoir un rôle selon la manière dont celui-ci est absorbé plus ou moins facilement par la mèche. Je ne vais pas développer, mais on peut en discuter plus avant par la suite. La nature, c'est-à-dire le matériau et le nombre de mèches peut également jouer sur la vitesse d'absorption. Et enfin, les traitements de surface pour les lampes en argile, certainement pour les lampes en pierre aussi, mais aucune analyse en ce sens n'a été conduite jusqu'à présent. En ce qui concerne les lampes en argile, des analyses réalisées donc, au laboratoire de tribologie et de dynamique des systèmes de l'École centrale de Lyon ont montré en effet que le traitement de surface avait un impact fort sur la vitesse d'absorption du combustible et donc la durée de combustion, puisqu'en effet, dans des lampes dont la surface est polie, la durée de combustion peut être 1,3 fois plus lente que celle qui prévaut dans des lampes dont la surface est lissée. Enfin, ce programme expérimental s'est intéressé à la fabrique de la lumière et aux ambiances thermiques. Le recours à l'utilisation d'une cellule photométrique et d'un thermocolorimètre a permis de montrer tout d'abord que la nature des combustibles a une incidence sur la température de couleur des flammes, donc exprimée en degrés Kelvin. En effet, les huiles végétales fournissent des flammes plus chaudes, c'est-à-dire plutôt rouges, que les graisses animales et la cire d'abeille qui fournissent des flammes dans des tons plutôt orange à blanc. La nature des combustibles a également un impact sur la chaleur des flammes, cette fois-ci en degrés Celsius, mais je ne vais pas développer ce résultat. Enfin, la technique de fabrication de la mèche ainsi que le poli du récipient peuvent avoir un impact sur la radiance en augmentant plus ou moins l'intensité lumineuse. Donc j'en viens à présent au résultat de l'analyse fonctionnelle du matériel archéologique que je vais présenter successivement. D'abord Chrysolakos, le secteur Pi et enfin le quartier Mu. En ce qui concerne Chrysolakos, donc 65 lampes et 26 cônes ont été identifiés. Parmi les lampes, donc, la majeure partie sont des exemplaires de taille intermédiaire, en l'occurrence des coupes à piton central qui n'ont pas une forme qui permet directement de les rattacher au répertoire morphologique des lampes, mais qui ont été très tôt interprétées comme des chandeliers en raison de la présence de dépôts de suie localisés sur leur piton, et des dépôts de suie qui sont extrêmement localisés et qui ont une limite linéaire, qui sont présents systématiquement. Donc, l'analyse des dépôts de suie, sur laquelle je ne vais pas présenter, a permis de mettre en évidence l'utilisation de graisse animale ainsi que d'huile végétale dans ce répertoire de lampes. Elle a également permis de mettre en évidence certaines corrélations, notamment entre ces fameuses coupes à piton central et les huiles végétales d'une part, d'autre part entre les lampes basses à rebord intérieur concave et l'utilisation de graisse animale. Pour le reste des types morphologiques de lampes, aucune corrélation spécifique n'a pu être mise en évidence, c'est-à-dire que aussi bien des huiles végétales que des graisses animales ont été identifiées dans un nombre qui n'est pas statistiquement significatif. En ce qui concerne la durée de combustion, elle a été mesurée grâce à des mesures de capacité qui ont été réalisées à partir du profil des lampes, mesures de capacité réalisées à l'aide d'un logiciel qui s'appelle POT Utility, développé à l'origine par Jean-Paul Thalmann. C'est donc une durée de combustion théorique qui est donnée en partant du principe que la combustion aurait eu lieu dans son intégralité jusqu'à absorption complète du combustible et que le réservoir aurait été rempli jusqu'à ras-bord. Elle a permis de mettre en évidence à Chrysolakos deux groupes de durée de combustion, des lampes à faible capacité
qui permettent tout de même une durée de combustion allant de 10 à 20 heures, ce qui n'est pas négligeable, en tenant compte des traitements de surface, c'est-à-dire des exemplaires lissés et polis. Tandis que cette durée de combustion peut aller de 40 à 60 heures dans les lampadaires à rebord intérieur concave ainsi que les coupes à piton centrales. Encore une fois, en tenant compte des états de surface. En ce qui concerne la transportabilité, 3 groupes ont pu être mis en évidence en s'appuyant sur les résultats du programme expérimental. Des lampes facilement, moyennement et faiblement transportables, qui sont respectivement associées à des gestuels, donc un transport à une main, un transport à 2 mains par l'extérieur du corps du récipient, enfin par le piédestal. J'avais annoncé que le programme expérimental s'est notamment intéressé au fonctionnement de certains objets, et notamment ces fameuses coupes à piton central. L'expérimentation a montré qu'aussi bien avec de la cire d'abeille que des graisses animales, l'utilisation comme chandelier est peu probable puisque ces matériaux ont tendance à fondre sous la chaleur de la flamme. Par conséquent, les dépôts se situent plutôt, dans le cas d'une telle utilisation, à l'intérieur du corps du récipient et pas sur le piton. Or, comme je l'ai dit, ils sont systématiquement localisés sur le piton dans le mobilier archéologique avec une limite extrêmement linéaire de surcroît. Je propose donc une autre utilisation possible, un autre fonctionnement possible qui s'inspire d'observations faites en contexte ethnographique en Tunisie, selon lesquelles un simple fragment de textile serait enroulé autour du piton. Ce fragment de textile serait lui-même imbibé de matière grasse, ce qui permet une combustion donc, qui a été vérifiée pendant plusieurs heures avec une flamme extrêmement importante et qui, par ailleurs, produit ce type de dépôt donc localisé sur le piton avec une limite linéaire. Pour les cônes, j'ai également examiné leur fonctionnement possible comme éteignoir. J'ai pu vérifier que ceci fonctionnait très bien, en particulier avec des lampes à bec pour éteindre la flamme. En revanche, j'ai observé que dès lors qu'ils étaient utilisés comme éteignoir, un dépôt de suie apparaissait sur la surface de ces cônes. Dépôt de suie qui n'est jamais visible sur le matériel archéologique, alors même que ces dépôts de suie se conservent très bien sur les lampes. J'ai pu aller plus loin et montrer que les dépôts de suie produits sur les cônes pouvaient disparaître très facilement avec un simple lavage à l'eau et au savon. Donc, en l'état actuel, je ne peux pas confirmer ou infirmer l'utilisation de ces objets comme cônes, puisqu'il est possible, si ces objets avaient été utilisés comme tels, que le sédiment maliote ait rongé la surface et donc qu'ils aient fait disparaître ces dépôts en raison du fait que les cônes ne sont pas… le temps de déposition est très faible, c'est pourquoi ces dépôts ne sont pas extrêmement résistants. En ce qui concerne le secteur Pi, donc celui-ci comporte 64 lampes, parmi lesquelles 12 n'ont pas pu être identifiées avec certitude, ainsi que 3 cônes. La majeure partie du répertoire est constituée de lampes basses, suivies de lampes à piédestal et de lampes de taille intermédiaire. Je saisis cette occasion pour dire que je n'ai pas pris en compte dans cette étude les coupelles coniques dont a parlé tout à l'heure Charlotte, donc qui semblent apparaître à partir du MM3 au quartier Pi et dont un certain nombre semblent être pourvus de dépôts de suie sur leur bord qui témoignent de leur utilisation comme lampe. Mais à l'époque de ma thèse, je n'avais pas connaissance de cet échantillon et donc je ne les ai pas pris en compte dans cette présentation, mais je compte bien approfondir l'analyse au sujet de ces objets. L'analyse des dépôts de suie a permis de mettre en évidence l'utilisation d'huile végétale et de graisse animale, sans pouvoir mettre en évidence des corrélations statistiquement significatives entre les types morphologiques de lampes et ces combustibles. Nous avons également utilisé la méthode de spectrométrie de masse TOF-SIMS, donc la même qui avait été utilisée dans le cadre du programme expérimental, sur un échantillon de 8 tessons provenant du quartier Pi. Malheureusement, cette méthode n'a pas permis de mettre en évidence des matières grasses animales ou végétales utilisées comme combustible dans cet échantillonnage. Et je compte donc renouveler l'utilisation de cette méthode sur un échantillonnage plus large, puisque cette méthode a fait ses preuves sur le matériel archéologique selon des publications récentes. En ce qui concerne la durée de combustion, donc 3 groupes ont pu être mis en évidence, les lampes de faible capacité permettant une durée de combustion allant d'une dizaine à une vingtaine d'heures, les lampes de capacité moyenne entre 30 et 40 heures. Enfin, les lampadaires à très forte capacité permettant, selon mes calculs, une autonomie
de près d'une semaine, 150 heures d'affilée. Pour la question du transport, donc encore une fois, 3 groupes sont apparus, les lampes faiblement, moyennement et fortement, moyennement et difficilement transportables, associés à 4 modes de gestuelle, donc un transport à une main par l'anse, un transport à une main par la base, un transport à 2 mains par la surface extérieure du corps du récipient, enfin un transport à 2 mains par le piédestal. Donc pour terminer ce tour d'horizon des résultats de l'analyse fonctionnelle en contexte archéologique, le quartier Mu, donc un ensemble de 165 lampes, dont 151 exemplaires en argile et 14 en pierre, ainsi que 84 cônes, donc 98 selon les publications, mais selon les comptages, 84. La majeure partie de cet effectif est dominée par les lampes basses, suivies des lampes à piédestal et des lampes de taille intermédiaire. Là encore, une nouvelle fois, les matières grasses animales et végétales ont pu être identifiées comme combustibles, avec des corrélations significatives, d'une part entre les lampes à bec rond étiré et les huiles végétales, d'autre part entre les lampes basses et à piédestal à rebord intérieur concave avec les matières grasses animales. Pour le reste de l'échantillon, aucune corrélation significative n'a pu être mise en évidence. Pour la question de la durée de combustion, une nouvelle fois, 3 groupes ont pu émerger, les lampes faiblement, moyennement et à forte durée de combustion, à durée de combustion moyenne et enfin à durée de combustion intermédiaire, donc entre 10 et 20 heures, entre 40 et 60 heures et enfin au-delà de 120 heures. Donc, en résumé, ce que l'étude fonctionnelle de ces lampes nous révèle de l'éclairage à Malia, tout d'abord, en dépit des disparités typologiques qui peuvent émerger d'un site à l'autre, on s'aperçoit qu'il existe une forte homogénéité fonctionnelle, notamment en ce qui concerne la durée de combustion, puisque systématiquement 2 à 3 groupes ont pu être mis en évidence et les capacités semblent relativement standardisées. L'utilisation de graisse animale et d'huile végétale, qui semble un phénomène généralisé durant cette période et qui témoigne du fait que, contrairement à certaines idées reçues, l'huile d'olive n'était pas le seul combustible utilisé pour les lampes, mais que probablement les Minoens s'approvisionnaient dans leur environnement immédiat et utilisaient tout type de ressources qu'ils avaient à disposition. Enfin, en ce qui concerne l'éclairage, en ce qui concerne le transport des lampes, une certaine homogénéité dans la gestuelle également, bien qu'au quartier Mu, la gestuelle soit plus variée. Néanmoins, c'est dû au fait d'un plus grand nombre de types morphologiques de lampes. Donc, je n'ai malheureusement pas pu mettre en place une analyse spatiale pour Chrysolakos et quartier Pi qui puisse avoir fait ses preuves. En revanche, je vous présente ici les résultats de l'analyse spatiale réalisée au quartier Mu, avec bien sûr des biais méthodologiques qu'il convient d'expliciter. Le fait notamment que la majeure partie des lampes ne provient pas de contexte primaire, elles n'ont pas été trouvées en place sur les dépôts de sol. C'est donc une analyse statistique multidimensionnelle que j'ai réalisée à l'échelle des bâtiments. Et cette analyse permet d'ériger de premiers modèles qui sont enrichis par des analogies ethnographiques et qui permettent, je l'espère, qui permettront en tout cas de pouvoir à leur tour enrichir d'autres modèles. En ce qui concerne donc les bâtiments administratifs, j'ai pu remarquer qu'en proportion du total, la majeure partie des lampes dans ces espaces étaient des lampes basses, des lampes qui semblent avoir permis de se déplacer et qui étaient donc facilement transportables. Certaines ont été trouvées abandonnées sur des niveaux de sol dans des endroits spécifiques qui me permettent de supposer qu'elles y ont été déposées pour mieux les retrouver. Et j'ai proposé donc que dans ces espaces, les lampes basses aient permis et offert un éclairage d'appoint, notamment par exemple pour le stockage, puisque plusieurs pièces de stockage ont été identifiées, en particulier dans le bâtiment A, où elles auraient permis de venir s'approvisionner occasionnellement, puisque dans ces pièces de stockage, généralement, une certaine fraîcheur était recherchée, qui passait donc par une obscurité dans la pièce. En ce qui concerne donc les bâtiments administratifs et les bâtiments annexes, les proportions de lampadaires, de lampes de taille intermédiaire ou encore de lampes basses sont relativement équivalentes.
ce qui semble donc souligner la polyvalence de ces espaces, en particulier pour les bâtiments, les maisons ateliers d'artisans, et le rôle des lampes donc, dans l'artisanat devra être précisé par des études approfondies. En l'état, on peut simplement signaler donc, les travaux de Romain Prévalet, qui ont notamment mis en évidence la possibilité d'utiliser des lampes comme chalumeau à bouche pour des opérations d'orfèvrerie, donc en fait, pour la soudure. Donc c'est une possibilité que j'envisage. Enfin, en ce qui concerne les espaces extérieurs, j'ai observé la prédominance des lampadaires qui me conduit à proposer donc, que ces espaces extérieurs étaient occupés notamment pour des veillées nocturnes, par conditions météorologiques favorables, en particulier durant les saisons chaudes, où ils permettaient de prolonger une partie des activités de la journée et également de se réunir le soir au coin du feu pour pouvoir discuter et échanger autour de repas. Enfin, justement, sur cette division entre espace intérieur et extérieur, je pense avoir de premières pistes pour une division sensorielle de l'espace, puisque, en effet, l'analyse des combustibles m'a permis de remarquer que les graisses animales semblent privilégiées dans les espaces extérieurs aux édifices, ce qui donc me conduit à penser que peut-être leurs odeurs étaient considérées comme incommodantes et que donc on les privilégiait dans des espaces ventilés. Voilà. Donc en conclusion, malgré les disparités de matériaux et également les disparités typologiques d'un site à un autre, on observe des similarités fonctionnelles entre les échantillons analysés, aussi bien du point de vue de la transportabilité, des gestes, des combustibles utilisés ou encore de la durée de combustion. Et donc les résultats contribuent à offrir un premier aperçu de l'espace vécu minoen, notamment en ce qui concerne les ambiances lumineuses et les ambiances olfactives, qui sont rarement prises en compte dans les publications archéologiques, et qui sont donc de premiers indices pour reconstituer le rythme et la localisation des activités dans l'habitat. Et en guise de perspective, je voulais souligner le fait que de nombreux autres objets liés à l'éclairage, au chauffage et à la cuisson sont présents, notamment à Malia, et qu'ils méritent une analyse fonctionnelle approfondie et qu'il pourrait pour cela notamment tirer profit de cette méthodologie qu'on a proposée, avec en particulier un intérêt particulier donc, pour les dépôts de suie, qui sont des indicateurs pertinents de la combustion. Et je vous remercie pour votre attention.